Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 22 janvier 2023. L'invité du journal de ce dimanche aujourd'hui, c'est le professeur émérite Bourema Alpha Gado. Il est enseignant, chercheur, historien, socio-économiste au niveau du département d'histoire de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour parler de la chefferie de Dosso, le sultanat notamment, qui, comme vous le savez, et depuis le 31 octobre, le poste est vacant à la suite du décès du sultan Meïdanda Seydou Jarmakoy, décédé donc le 31 octobre 2022. Donc, on est dans le processus actuellement de la succession à ce chef, à ce sultan, le sultan Meïdanda, donc Seydou Jarmakoy. Et c'est pour parler de cela que nous avons invité le professeur Bourema Alpha Gado avec sa double casse-tête, donc d'historien, mais aussi de natif de Dosso. Nous allons en venir à vous, professeur, dans quelques instants. Juste le temps de voir quelques faits de l'actualité de ce jour, avec d'abord cette conférence de presse organisée cet après-midi par les organisateurs de la 3e conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad, une conférence qui va donc se tenir ici même à Niamey demain et après-demain. Elle réunit donc les acteurs humanitaires et de développement des 4 pays du bassin du lac Tchad, mais aussi des pays donateurs qui appuient donc ces différents États à assurer donc un meilleur relèvement des populations affectées par la crise sécuritaire. Je vous propose de suivre le résumé de cette conférence avec nos reporters Abdul Nasser Seydou et Boubacar Ibrahim. C'est un prélude à la 3e conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad que la ville de Niamey accueille cette année du 23 au 24 janvier 2023 que cette conférence de presse est organisée. Il s'agit pour les différents acteurs en charge de l'organisation de partager avec le public les tours et contours de la conférence. En tant que gouvernement de ces 4 pays, on a créé une très bonne collaboration, très étroite et imprégnée par la volonté de mettre fin à ce phénomène des groupes des terroristes. Les forces de sécurité ont pris force, ont pris leurs responsabilités et on a créé un espace où les gouvernements ont joué dans la stabilisation un rôle clé dans ce combat et aussi dans la volonté de reconstruire le propre pays et de donner la confiance à la population qui sont protégées. Bon nombre de grands défis actuels, l'extrême pauvreté, les effets du changement climatique, le terrorisme, la migration, ne peuvent être relevés par un seul pays. Nous pouvons seulement traiter efficacement ces questions ensemble. C'est aussi le cas pour la région du lac Tchad. Comme ma collègue allemande l'a dit, l'aide humanitaire est importante, mais elle ne peut résoudre à elle seule la situation. C'est vraiment un succès le fait d'avoir organisé cette conférence ici au Niger. Ceci étant dit, les problèmes ont tendance à devenir de plus en plus chroniques. Depuis 8 ans, pour la partie nigérienne du bassin du lac Tchad, nous faisons face à une crise humanitaire. Cette crise a 2 facteurs qui l'alimentent. Le premier, c'est l'insécurité, comme vous le savez, et le second, c'est l'impact du changement climatique dans cette zone durement touchée par ce phénomène-là. Pour les autres pays, comme le Nigeria, c'est une situation qui est là depuis plus de 10 ans. Alors, chaque année, on a vu les besoins humanitaires, comme mes prédécesseurs ont ailleurs le dire, à augmenter, et pendant ce temps, les ressources n'augmentent pas dans la même proportionnalité. Pour le représentant de l'autorité publique, Niamey est fier d'accueillir une telle conférence. L'objectif de la conférence est d'enregistrer un maximum d'engagements pouvant répondre à la situation qui assèle la région, avait-elle ajouté. Nos attentes de cette conférence sont assez grandes, comme je le disais, parce qu'il s'agit de mobiliser davantage de ressources pour y faire face. Nos pays sont vastes. Les zones affectées par le terrorisme et la violence, l'extrémisme violent, sont assez nombreuses dans les 4 États. Et il va falloir que nous couvrions pour pouvoir apporter la résilience face à l'insécurité des communautés et reconstruire
cette partie de nos territoires qui ont été détruites. À noter ainsi que plusieurs délégations sont attendues à cette troisième conférence qu'accueille Niamey après celle d'Oslo et de Berlin respectivement pour la première et deuxième conférence. L'Agence de modernisation des villes du Niger, AMV, a organisé ce jour la deuxième édition de l'initiative dénommée Niamey au fil de l'eau. C'est une initiative qui vise à mettre en valeur les berges du fleuve Niger à travers des compétitions sportives notamment. Comme pour la première édition, c'est le quartier Combo de Niamey qui a donc servi de cadre pour le lancement de cette deuxième initiative dénommée Niamey au fil de l'eau. Le résumé avec Abdel Nasser Sedou et Boubacar Ibrahim. Changer la société à travers les hommes, renforcer la cohésion et favoriser l'éclosion, tels sont les devoirs auxquels veut répondre l'Agence de modernisation des villes du Niger à travers l'initiative Niamey au fil de l'eau. Organisée avec la collaboration de la Fédération nigérienne de triathlon, cette initiative qui est à sa deuxième édition est entreprise autour de plusieurs compétitions. C'est un lieu de traversée tout azimut, bétail et population. C'est un lieu de production agricole, de pêche et d'activités sportives. Je profite à cette occasion solennelle pour réitérer notre partenariat avec l'Agence de modernisation des villes du Niger, surtout à la présence de son charismatique directeur général, j'ai nommé Mouktar Mahmoudou, qui depuis 4 ans s'intéresse et appuie le triathlon. Cette discipline qui cette année a pu organiser et participer à un championnat national à Maradi, une coupe nationale à Dosso, Loga et 2 compétitions africaines d'où nos athlètes ont porté haut le drapeau nigérien. Dans son discours de lancement, le DG de l'AMV dit vouloir à travers l'initiative redorer le blason du fleuve Niger à qui Niamey a tourné le dos. Pour Mokhtar Mahmoudou, il s'agit aussi d'inciter vers des perspectives conciliantes pour la transformation des villes du Niger. Le sport et la culture ont le pouvoir de changer le monde. Ces mots sont ceux de Nelson Mandela, grand humaniste et leader charismatique. Et ce message nous encourage à impulser la modernisation à travers le changement. De quel changement s'agit-il? Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que Niamey a tourné le dos à ce magnifique fleuve qui est devant vous. Nous pouvons uniquement exhorter les autres au changement que si nous-mêmes sommes prêts à changer. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour conduire ce changement dans nos rapports avec ce fleuve, par le sport, par la culture, par les activités qui lui sont associées. Le fleuve, colonne vertébrale et cœur de la ville de Niamey. Mieux il est, mieux sera Niamey. Il est impossible de réussir un quelconque aménagement de l'urbanisme à l'ingénierie urbaine des services à la population de Niamey sans mettre le fleuve au centre de la réflexion et de l'action. Niamey au fil de l'eau est un concept, un événement de rencontre, une invitation d'échange sur les enjeux et des problématiques autour de l'eau dans la ville, à travers des intérêts particuliers des populations qui vivent aux abords du fleuve et qui en profitent. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est le DG AMV en personne qui a donné le coup d'envoi des activités compétitives à travers une démonstration. C'est en effet autour de la natation, des courses de fond et courses de pirogue que les compétiteurs venus de plusieurs quartiers situés au bord du fleuve se sont affrontés. Cette deuxième édition de Niamey au fil de l'eau, qui a vu la participation de plusieurs personnalités, s'est ainsi achevée par la remise des cadeaux et des prix aux différents lauréats. La suite de ce journal avec ce congrès constitutif aujourd'hui du syndicat national des professionnels de la couture du Niger, SNPCN. C'était au niveau de la salle de réunion de la Caisse nationale de sécurité sociale. Un nouveau bureau exécutif de ce syndicat a été mis en place avec un mandat de 4 ans. Chez Bouguisso et Adam Soumana pour les détails. Après un peu plus de 2 années d'existence, le syndicat national des professionnels de la couture du Niger mobilise par la présence ses militantes et militants pour son tout premier congrès constitutif.
Des assises dont le premier responsable du SNPCN n'a pas manqué de souligner son thème et les raisons du choix de ce dernier. Le thème de notre congrès est la professionnalisation de la couture face à la mondialisation, enjeux et perspectives. En effet, le choix de ces thèmes n'est pas fortuit car cela cadre parfaitement avec les actualités du moment où la défense des intérêts matériels et moraux est mise en rude épreuve. Les frais de commission ont augmenté de façon exponentielle. La cherté de la vie sévit dans tous les foyers. La justice sociale est mise en rude épreuve. La paix est menacée tout au long de nos frontières avec le Nigeria et le Mali. Procédant à l'ouverture officielle de ce congrès, le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, centrale à laquelle est affilié le syndicat national des professionnels de la couture du Niger, s'est pour sa part apaisanti sur les objectifs assignés à ces conclaves. Faire le bilan des actions menées depuis la création du SNPCN, révisiter vos statuts et règlements intérieurs afin de les adapter aux exigences du moment, réfléchir sur la thématique posée, adopter des résolutions et recommandations, définir les cahiers des charges et un plan d'action pour les années à venir, élire un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. Je fonde l'espoir que les travaux de ce congrès déboucheront sur l'adoption de nouveaux textes, sur l'élaboration des résolutions et recommandations tenant compte des préoccupations des militantes et militants et l'élection d'un nouveau bureau apte à vous servir et non à se servir. En marge de ce congrès du SNPCN, la centrale mère que l'UDTN a rendu publique une déclaration dans laquelle elle a réaffirmé sa détermination à combattre farouchement les comportements tendant à remettre en cause l'intérêt général du peuple nigérien et celui des travailleurs en particulier, chèrement acquis de haute lutte, dixit le Ben UDTN. Du sport avant l'invité et c'est des arts martiaux avec cette nouvelle discipline dénommée Hapkijutsu. C'est une nouvelle discipline qu'une nouvelle association se donne comme mission de promouvoir dans notre pays et c'était hier au niveau du palais du 29 juillet que l'activité qui lance les activités donc, de cette nouvelle association a été organisée. Je vous propose de suivre le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Boubacar Ibrahim. Les membres du bureau exécutif national de l'association nigérienne de Hapkijutsu Niger sont ainsi connus à travers cette cérémonie. Il s'agit en effet d'un nouvel art martial qui vient de marquer son entrée dans l'arène des arts martiaux pratiqués au Niger. Dans son discours de présentation, le secrétaire général de l'association a signifié la discipline. La présente cérémonie a pour but, comme je l'ai dit précédemment, de présenter à tout le peuple nigérien en général et aux adeptes des arts martiaux en particulier la nouvelle association dénommée Hapkijutsu Niger. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous faire un bref descriptif de ce qu'est Hapkijutsu Niger. Le Hapkijutsu a été créé en 2018 par son fondateur, Maître Farhat Amara Rebaï, 9e dan, bien entendu, d'origine tunisienne. Cet art martial est la combinaison des techniques de plusieurs arts martiaux tels que le Bujutsu, le Jujutsu traditionnel, le Kimpo Karaté, le Hapkido, le Kuksolwan, la self-défense, le Kenjitsu, pour ne citer que cela. Le terme Hapkijutsu tire son appellation des termes décomposés. Hap, qui signifie union ou coordination. Qui désigne l'énergie, la force ou la résistance. Ju, qui exprime la souplesse. Jutsu, qui fait référence à l'art ou à la technique. Sidi Mohamed a aussi retracé comment la discipline est introduite au Niger. Le Hapkijutsu est pratiqué dans plusieurs pays à travers le monde. Son introduction au Niger a été rendue possible grâce à l'autorisation accordée par son fondateur, Maître Farhat Amara Rebaï, à M. Seydou Soumana du Niger, lors d'un stage international tenu le 20 novembre 2022 à Sousse en Tunisie, organisé par la Fédération nigérienne des sports et travail.
sous la supervision de la Commission nationale tunisienne de Aptijitsu et en présence de plusieurs experts venus d'Indonésie, de Tunisie et aussi du Niger. Maître Seydou Soumana, de la nationalité nigérienne pour vous le présenter, a été désigné précurseur de Aptijitsu Niger, nommé premier assistant mondial de l'Aptijitsu, élu président de la Confédération africaine de Aptijitsu. L'exécutif de cette nouvelle association promet de tenir ses engagements pour l'atteinte des objectifs assignés pour le développement de la discipline. A rappeler que d'ici mars 2023, l'association prévoit d'organiser un stage international qui sera ouvert à toutes les autres disciplines. Voilà, comme je l'ai annoncé, nous avons donc sur notre plateau ce soir, comme invité du dimanche, le professeur Bouraima Alpha Gado. Professeur, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télévision de l'Albari qui, comme je vous le disais, vous a invité ce soir pour parler du sultanat de Dosso. Vous le savez, le sultanat, le poste du sultan est vacant depuis octobre 2023 suite au décès du sultan Medanda Seydou Jarmako. Nous allons donc parler du processus donc de la désignation ou de l'élection du successeur du sultan Medanda Seydou Jarmakoy. Mais avant, professeur, je vais me permettre de faire une petite biographie de vous pour permettre aux téléspectateurs de savoir, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui est le professeur Bouraima Alpha Gado. Vous êtes historien, socio-économiste au niveau du département d'histoire de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey, notamment au laboratoire d'études et de recherche sur la dynamique des sociétés sahéliennes en crise. Vous avez été lauréat au moins de 2 prix de recherche, dont celui du Grand Centre de recherche scientifique européen, le CNRS de Paris, pour votre thèse consacrée aux problèmes alimentaires au Sahel. Vous êtes, en tant que professeur, vous avez été invité dans de nombreuses universités, aussi bien en Afrique, en Europe qu'aux États-Unis. Sur un plan beaucoup plus administratif et académique, on va retenir que vous êtes le directeur du département d'histoire, vous êtes membre élu du conseil scientifique de l'université de Niamey, vous avez été le premier recteur de l'université Boubacar Ba de Tillabéri, coordonnateur du réseau sahélien de recherche et de publication, conseiller spécial en sécurité à la présidence de la République et puis directeur de publication de 2 revues scientifiques internationales. Le professeur est également historien, écrivain, comme je l'ai dit. Il est auteur de nombreux articles et d'ouvrages scientifiques. Parmi les ouvrages plus connus, on peut citer Une histoire de famille au Sahel, 20 ans de prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel, Histoire d'une ville, Niamey, Garing, Captain Salma, évolution des relations entre Dosso et Kébi. Et nous avons d'ailleurs donc un exemplaire de cet ouvrage. Le professeur a bien voulu le présenter ici. Et puis dans le privé, le professeur Bouraima Alpha Gado est un consultant en sécurité alimentaire. Il est également, on va le dire, un confrère à nous, puisqu'il est éditeur d'un journal, le mensuel SEDA, le témoin de l'histoire que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Le professeur est également venu avec un autre de ses ouvrages, Miroir du passé, les grandes figures de l'histoire du Niger. Ça, c'est le tome 1. Vous l'avez écrit en plusieurs tomes, je crois. Donc, merci encore une fois, professeur, vraiment de venir sur ce plateau pour nous parler donc du sultanat de Dosso, son histoire, et puis le processus de la désignation des différents sultans, des différents chefs, on va dire, puisque jusqu'en 2010, c'était encore une province. C'est à partir de une province plutôt, c'était à partir de 2010 qu'il a été érigé en sultanat. Avant peut-être, professeur, d'aller dans l'histoire, on va faire un peu d'actualité. Le sultan Medanda est décédé, comme je le disais, le 31 octobre 2022. Et depuis donc, on est dans le processus de sa succession au niveau du trône. Alors, quelles sont, à votre niveau, les dernières informations que vous avez sur ce processus de désignation du successeur du sultan Medanda Seydou Jarmakoy? Merci au journal Labari pour avoir accordé une importance donc, à l'université, aux universitaires. Mais pour répondre à ta première question, en principe, les journalistes doivent être mieux informés que nous. Mais sur le terrain, j'ai l'impression que le processus suit son cours. Okay. J'ai entendu que l'enquête suit son cours sur un nombre de plus de 40 candidats. C'est ça. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Mais, vous savez, vu les péripéties du passé, les populations donc, de la communauté coutumière du Zindi, le Zindi, c'est cette région géographique comprise entre les deux Dalol, le Dalol Bosso, qu'on appelle Bobo, et le Dalol Mauri, la région de Douki. Donc, les populations sont un peu inquiètes parce que par le passé, elles pensent, enfin,
elle pense que les autorités ne vont pas encore refaire les mêmes choses, c'est-à-dire ne pas appliquer la coutume. Alors, oui, justement, la coutume, et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, en tout cas, nous vous avons invité sur ce plateau. C'est vrai qu'en termes d'actualité, on sait qu'il y a plus d'une quarantaine de candidats. Alors, vous avez bien fait de dire, vous estimez que les autorités, enfin, les pouvoirs publics vont respecter la loi. Alors, on en parle justement parce que depuis le décès du sultan Medanda, ça fait, on va dire, polémique, puisque depuis 1902, c'est pratiquement, on va dire, un seul quartier, une seule famille qui règne sur le sultanat, sur la province dans un instant, et sur le sultanat. Alors, pour peut-être aider à mieux comprendre tout cela, quelle est en fait l'origine de cette chefferie de Dosso que vous avez tout de suite rappelé, qu'on appelle le Zarmatarey, les Zigui? Oui, vous savez, face aux enjeux et défis majeurs auxquels sont confrontés nos pays, je crois que la recherche scientifique, notamment la recherche en sciences sociales, c'est-à-dire les géographes, les historiens, les philosophes, les juristes, les économistes et les historiens peuvent apporter une contribution à la connaissance vraiment des phénomènes qui posent problème. Et c'est dans ce but que moi je pense que le fait de m'avoir invité, la presse a pris conscience que la recherche peut contribuer à mieux faire connaître la situation. La chefferie du Dosso, tout le monde entend parler de Mali Bero. Mali Bero est descendant d'une dynastie Zarma Sonrai qui a régné dans l'ancien Sonrai. Là, je fais référence vraiment à des ouvrages, le Tariq de Tombouctou. Boubou aussi, dans son livre, Boubahama aussi, fait référence non seulement de Mali Bero, mais aussi de Tagour. Tagour qui a créé un royaume Zarma qui avait une capitale à Kobi. Kobi se trouve actuellement dans le Tondikandia, c'est-à-dire qui a comme capitale Damana. Et c'est une localité, c'est ça la première capitale donc, du royaume Zarma qu'avait créé Tagour. Et ce sont les descendants de Tagour qui se sont dispersés un peu partout dans le Zarmatarey, mais le pouvoir a été légué à un de ses fils qu'on appelle Boukar. C'est pourquoi la chefferie du Dosso est appelée Boukar Banda. Boukar Banda, donc le tambour royal, le Zarmkoitarey, donc que l'on appelle Boukar Banda, c'est vraiment, ça a été confié à Boukar. Et c'est Boukar qui a eu un certain nombre de fils avec lesquels ils ont régné à Kobi. Donc, après son règne, un de ses fils appelé Bassansoin a régné, puis Draman Goumbi a régné, et ensuite Dakou a régné. Donc c'est Dakou qui a déplacé la capitale de Kobi jusqu'à Goudel. À Goudel. C'est toujours dans le département actuel de Dosso. Et c'est de Goudel que la capitale a été transférée à Dosso. Vous savez, les questions de déplacement de population des capitales n'est pas spécifique aux Zarmatarey, elle n'est pas spécifique seulement à la chefferie de Dosso. Si vous prenez le cas de l'Aïr, si vous prenez le cas du Kassina, si vous prenez le cas du Gobir, tous ces royaumes ont eu différentes capitales. Pour le Gobir, par exemple, on sait qu'il y a eu Al-Kalawa, il y a eu Birnila, et puis actuellement Tibiri. Donc plusieurs capitales. C'est à la suite de migrations, souvent pour des faits sociopolitiques, pour des faits religieux. Donc c'est ce qui a fait que la capitale donc, de cette chefferie s'est déplacé donc de Kobi à Goudel, puis de Goudel à Dosso. Ok. Alors justement, donc vous avez expliqué le processus donc du fait que la capitale était d'abord à Kobi et puis c'est revenu donc à la capitale actuelle, là où se trouve donc le sultanat du Zarmakoy. Alors on entend aussi parler dans le cadre de ce. Alors peut-être avant ça, lorsque cette capitale a été déplacée donc de Kobi à l'actuel emplacement, qui avait les règnes du pouvoir en ce moment? C'est un Zarmakoy du nom de Garantier. Garantier, parce que tout à l'heure je disais que les trois fils de Boukar ont régné à Kobi. Puis c'est sous le règne de Dakou, Draman,
que le déplacement a eu lieu à Goudel. Mais c'est Garantier qui a déplacé la capitale de Goudel à l'actuel emplacement. À Dosso. Et d'ailleurs, ce n'est pas un no man's land. La région des Armatrais était déjà peuplée par un certain nombre de groupes Zarma-Sonrail qui ont dévancé ce qu'on appelle les migrations de Malibéro. Parmi lesquels les Goubés, les Golais, les Sabiri. Et c'est un clan qu'on appelle les Sabiri qui ont dévancé déjà les descendants de Malibéro, c'est-à-dire les descendants de Fouga, qui s'étaient déjà implantés à Dosso. C'était des chasseurs. Et c'est ce clan-là que, comme Garantier s'est déplacé avec toute sa communauté, donc avec les symboles royaux, ils sont venus, ils ont été accueillis par les Sabiri. Et voilà, donc c'est sous Garantier que... et donc ils les ont trouvés, les Sabiri, les Sabiri ont accepté tout de suite de leur concéder la gestion comme chef. C'est un phénomène connu dans toute l'histoire de l'espace nigérien. Les nouveaux arrivants arrivent avec les symboles royaux. Comme c'est déjà organisé, ils ont une armée, ils sont organisés donc tout de suite par des phénomènes matrimoniaux. Ils se marient aux autochtones, mais ils gardent leur pouvoir. Mais les Sandis ont quand même gardé... Les Sabiri. Les Sabiri. C'est ça, qu'on appelle les Sandis, bien sûr. Voilà, c'est le chef du clan. C'est Sabiri qu'on appelle le Sandi. Ils ont gardé, ils sont toujours les propriétaires fonciers, ils ont gardé ils sont propriétaires fonciers et ils ont gardé le sacre pour être urbanisé le Zarma. Effectivement, c'est ceux qui intronisent le chef. Alors donc ce Garantier, il est venu, il est déjà, puisqu'il a trouvé donc les Sabiri, comme vous l'avez dit, sur place, et il a régné, et puis... Ça s'est effectué à la fin du XVIIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, ok. Alors que Tagour a régné vers la fin du XVIe siècle. Voilà. Et l'arrivée à Dosso, généralement la date chronologique, le repère chronologique retenu dans les livres, c'est 1750. Mais moi je pense que c'est un peu plus tôt, au début, vraiment au tout début du XVIIe siècle. D'accord. Voilà. Alors il a fini son règne et qui l'a succédé, puisque on parle depuis les origines que en fait l'accession au trône se fait sous ce qu'on appelle la Dosso, le Dosso. Comment est-ce qu'est née cette façon de succession? Dosso dont on parle est un système successoral mis en place par donc les premiers arrivés. Et c'est un système simple, cohérent, égalitaire. Donc on peut dire que c'est vraiment un système démocratique. Pour faire simple, c'est-à-dire que c'est de quartier à quartier. C'est pas compliqué. C'est-à-dire à l'arrivée de Garantier, les patriarches les plus connus ont mis en place des quartiers qu'on appelle les quartiers fondateurs, les quartiers historiques. Les quartiers historiques aussi ont eu des villages issus de ces quartiers. C'est pourquoi les gens font beaucoup de confusion. Généralement, dans les 11 communes qui constituent le département de Dosso actuellement, les villages sont répartis dans ces 11 communes. Et chaque village vient généralement d'un des quartiers historiques. Et ce sont ces quartiers historiques-là. On peut les citer au passage, c'est Sirimbey. Sirimbey, dans l'ordre chronologique, Kwareteji, Wudunkuku, Manjikwara, Sirimbey et Fada. Les 5 quartiers. C'est ça dans l'ordre chronologique. D'accord. Mais Fada et Manjikwara ont été créés pratiquement ensemble, puisqu'il s'agit de deux jumeaux. C'est pourquoi certains pensent d'ailleurs que c'est le même quartier. En réalité, c'est des jumeaux. Et c'est après ça que le quartier Sirimbey s'est fait. Tous les villages environnants proviennent de ces quartiers. Le système est conçu de la manière suivante. Lorsqu'un Zarmkoy décède, on nomme pas un Zarmkoy, puisque théoriquement, on connaît son successeur. On ne cherche pas un Zarmkoy, puisque théoriquement, on connaît son successeur. On nomme un Koureyarima, c'est-à-dire on désigne un quartier qui va désigner le successeur du Zarmkoy. C'est ça. Donc, déjà du vivant de celui... du vivant du Zarmkoy, il connaît le quartier Yarima. Le Koureyarima. Et le Koureyarima, si un Zarmkoy décède, prochainement on prend
le Kouré Yerima dans un autre quartier. Et ainsi de suite, ça tourne au sein de ces tournants. Et donc c'était comme cela jusqu'en 1902, c'est bien cela? C'était comme ça jusqu'à l'arrivée du colonisateur. Oui. Lorsque le colonisateur est arrivé, il a trouvé un Zarmokoy du nom d'Atikou de Fada. Donc, c'est avec Atikou, du vent d'Atikou, il y avait un Yarima. De quel quartier? De Oudunkoukou, qui résidait d'ailleurs à Degourou, un village ici de Oudunkoukou. Il faut que les gens comprennent, le Yarima ne réside pas forcément dans un quartier. Oui. Il peut être dans un village ici. C'est ainsi que Moko a donné lieu à un Zarmoukoué. C'est ainsi que Kayen a donné lieu. C'est ainsi que les Zarmoukoué de Kwartadji ont souvent résidé à Tidirka. Ainsi de suite. Souvent. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, moi, je pense qu'il faut citer uniquement les quartiers historiques, les quartiers fondateurs. Si on se met à citer les villages, ça peut créer une confusion, alors que tous les villages sont issus de ces quartiers. Ainsi, vous voyez, c'est cette rotation qu'on appelle le Dosso-Dosso. Donc, Atikou était là à l'arrivée des colonisateurs. Le colonisateur a imposé un successeur à Tikou, et alors que le quartier Oudunkoukou s'apprêtait à prendre la relève. Voilà. Et donc celui que les colonisateurs ont imposé, il relève du quartier Sirimbé. Il relève du quartier Sirimbé. Et depuis, c'est ce quartier ce quartier, après la mort de Aouta, c'est Moussa qui a succédé. Au sein uniquement du quartier. D'accord. Alors, en tout cas, ça, c'est l'histoire. Et donc, au décès donc, de Medanda, il y a beaucoup de quartiers, en tout cas les 5 quartiers, bon, les 4, puisque Sirimbé détient déjà le trône, les 4 ont décidé d'adresser une lettre au niveau des autorités pour qu'on revienne justement à l'ancien système. Alors, peut-être avant de venir à ça, depuis donc que la famille de Korsom donc, est sur le trône, comment se faisait cette succession? Puisque Aouta est décédé, ensuite Moussa est revenu. Bon, on a pensé à un moment que c'était 2 lignées, c'est-à-dire les descendants d'Aoussa et de son frère, parce que vous savez que Moussa a eu comme fils d'abord Hamani, puis Issouf Seydou Jarmokoy, puis Medanda Seydou Jarmokoy, qui se sont succédés. Il y a eu Seydou aussi. Seydou. Et du côté d'Aouta, on a eu Aouta, on a eu Moumouni, on a eu Abdou Aouta. D'ailleurs, qui a pris le pouvoir pendant au moment de l'indépendance. Oui, c'est ça. Ok. Donc un peu, voilà les chefs. Et comment ça se faisait entre eux, même si c'était une même famille? Comment la désignation Moi, je pensais qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas un accord tacite. Je pense que c'est le pouvoir colonial qui désignait celui qui, à ses yeux, était apte à remplir cette fonction et à gérer selon leur vision. Mais pourtant, on a vu au décès de Abdou Aouta, lorsque Issouf Seydou devait être chef, il y a eu quand même des candidatures qui ont été... Non, il y a eu toujours des candidatures. Il y a eu toujours des candidatures à chaque désignation des souverains. Après la mort de Aouta, il y a eu les candidats se sont manifestés, surtout dans le quartier Oudunkoukou. Après la mort de Moussa aussi, les candidatures se sont manifestées. Mais je me rappelle d'une correspondance d'un commandant de cercle après la mort, je crois que c'était après la mort de Seydou, lorsque Moumouni devait prendre le pouvoir. Et les populations se sont réunies pour présenter leur candidat et l'administration coloniale a fait une déclaration pour dire que voilà, ils ont aussi leur candidat et c'est Moumouni qu'ils choisissent comme Zarmokoy de Dosso. Mais pourquoi on n'a pas, même si vous le dites, pourquoi on n'a pas senti trop justement, on va dire un engagement de ces quartiers, même si c'est vrai la période coloniale, on n'a pas senti leur engagement pour que justement on revienne à ce système, puisque Atikou décédé et puis on impose Aouta, mais les autres quartiers ont peut-être laissé jusqu'à un certain moment. On n'a pas senti ça, parce que quand je rappelle l'épisode du décès de Abdou Aouta, c'est vrai que les candidatures sont manifestées, mais on n'a pas senti cet engagement pour qu'on revienne vraiment à ce système. Qu'est-ce qui s'est passé à votre... Vous savez, les
pouvoirs publics ont toujours fait de la pression. Il ne s'agit pas seulement de la chefferie d'Osso. Oui, bien sûr. Partout au Niger, depuis la colonisation, malgré l'existence de ce qu'on appelle le respect de la coutume, on sait que ce soit à Agadez, que ce soit à Tibiri, que ce soit à Maradi, il y a toujours une influence du politique dans la désignation des souverains, des chefs. Et à Dosso, de mon point de vue, la pression est encore beaucoup plus forte. Compte tenu, moi je pense que d'une désinformation à partir de la littérature écrite sur l'histoire de Dosso, compte tenu aussi du fait que la lignée qui est au pouvoir ne veut pas qu'on revienne sur la coutume. On a fait comprendre vraiment pratiquement à tous les Nigériens que la coutume appliquée par le colonisateur et celle appliquée plus tard par les pouvoirs après l'indépendance correspond à la réalité historique. En réalité, ce n'est pas la réalité historique. La réalité historique, on vient de la dire. C'est peut-être parce que aussi elle n'a pas été assez documentée, cette réalité, vous voulez dire? Parce que si les pouvoirs publics avaient cette documentation sur cette réalité, peut-être qu'ils agiraient d'une autre façon. Quelquefois, il y a l'ignorance, quelquefois aussi on feint de ne pas comprendre la réalité. Parce que tout ce que je viens de dire apparaît à travers les ouvrages de Boubama. Tout ce que je viens de dire apparaît à travers le livre de Boubgado, Les Almatare. Mais on a voulu faire comprendre à tous les Nigériens que la chefferie d'Osso date de la colonisation. Alors que tout le monde sait que au Tagour, aux Armkoué, Seydou Menanda, il y a eu 26 Armkoué. Et c'est le 27e qui va être en principe désigné à l'issue des enquêtes qui sont en cours. D'accord. Alors, plus de 100 ans depuis 1902, maintenant on veut qu'on revienne à cela. Vous estimez, vous pensez que ça va être facile, malgré, comme je le disais, cette correspondance que les différents quartiers ont adressée au ministère de l'Intérieur notamment. Vous pensez que ça va être possible qu'on revienne à ce système? Vous savez... parce que c'est vrai, des plus de 40 candidatures qu'on a entendues, effectivement, il y a des candidatures de pratiquement tous ces quartiers-là. Vous savez, l'historien n'est pas là pour juger. C'est vrai. L'historien n'est même pas là pour souvent faire des recommandations, comme d'autres spécialistes en sciences sociales, comme les sociologues et les anthropologues. L'historien est là pour donner les faits historiques. L'historien est là pour expliquer. De ce point de vue, l'historien se contente d'apporter une aide à la décision. C'est ça. L'historien, les histoires, les documents d'histoire, et depuis un certain nombre, on a constaté que après l'indépendance, les autorités, les pouvoirs publics qui sont succédés ont continué à avoir la même attitude que le pouvoir colonial. Si le pouvoir colonial avait un intérêt à ne nommer les Armkoué que dans une seule lignée, les pouvoirs qui se sont succédés depuis l'indépendance avaient intérêt à appliquer les textes, leurs textes. Après l'indépendance, le pouvoir de Dioré Amani a une attitude beaucoup moins ambiguë. C'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Diambala Yansoumoumega, qui déjà avant de quitter Niamey avait pris l'arrêté pour nommer les Armkoué Abdou Afta, est parti réunir les gens. Bon, il a profité de la parenté à plaisanterie qu'il y avait entre les Sonrail et les Arma. Il a dit dans son accent Sonrail, Jean de Dosso, je sais que je connais votre coutume, je sais que vous avez votre candidat. Et à l'époque, paraît-il, que les Armkoué devaient devenir, même si c'est dans la même famille, au père de Himadam Damdama ou à Marafene Kibi, un des deux. Marafene Kibi était, paraît-il, le candidat de la majorité, paraît-il. Bon, mais il a dit, je sais que vous avez votre candidat, mais il n'est pas du RDA. Nous avons notre candidat. C'est une attitude au moins claire. Mais après la conférence nationale, les pouvoirs publics actuels, dans un régime démocratique, ont créé des textes, notamment le décret de 2015, dans son article 8, dit ceci. Nul ne peut être chef traditionnel au Niger s'il n'a pas été élu par un collège électoral. Cette disposition suivie en elle-même, on n'a même pas besoin
d'évoquer l'article 9 qui fait référence au cas spécifique des sultanats et des provinces, qui dit que pour les sultanats et les provinces, il faut se référer à la coutume, les coutumes respectives des différentes régions. Revenons à l'article 8. Oui. Donc, à Maradi, à Tibiri et au Kassina, qui étaient des provinces érigées en sultan comme Dosso. C'est la coutume, mais c'est un collège électoral. Tout le monde sait ce qu'on dit en ce qui concerne Tibiri, qu'on met les candidats dans une case, bon ça c'est la légende, et après le matin, bon, donc c'est un collège électoral. Donc nul ne peut être, s'il n'est pas élu par un collège électoral. C'est après que le ministre de l'Intérieur prend un arrêté pour les nommer. Maintenant, pour les sultanats et les provinces, on spécifie. On dit à ce qui concerne les sultanats, c'est-à-dire Agadez, Zender, Dosso, Tibiri et Maradi, on se réfère à la coutume. Et je viens de vous dire traditionnellement comment on procède à Dosso. Voilà, donc moi je pense que si les pouvoirs publics, après la conférence nationale et le décret, la première loi, la première ordonnance de 93 qui crée le statut de la chefferie traditionnelle, puis d'autres lois ont été prises, si les gens ne respectent pas leur texte, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, donc moi je pense que si on est en régime démocratique, à Dosso, comme à Tibiri, comme à Maradi, on doit revenir à la coutume. Voilà, c'est peut-être cela d'ailleurs votre appel, puisque j'allais vous demander si vous avez un appel, bien que, voilà, étant historien, vous dites que l'historien n'a pas n'a pas d'avis, c'est juste éclairé sur les faits, mais quand même un appel, parce que comme j'ai dit, vous êtes sur ce plateau avec votre double casquette, historien. Moi je pense que, moi je me réfère à la littérature et je me réfère aux faits. Si on regarde la rétrospective, parce que contrairement aux autres spécialistes des sciences sociales, les géographes, les sociologues, anthropologues, les philosophes, l'historien est le seul qui a une approche permettant d'analyser les phénomènes dans la longue durée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé hier, quels sont les facteurs explicatifs d'un phénomène qu'on observe aujourd'hui et comment ça va se passer plus tard. Donc l'historien a les moyens d'analyser le phénomène. Et on observe que à travers l'histoire, on est arrivé à la frustration d'une communauté coutumière, celle du Zigui. Et cette frustration, de mon point de vue, elle doit cesser. Merci beaucoup, professeur. Professeur Bourema Alfagado, historien socio-économiste au département d'histoire de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey. Merci vraiment d'être passé nous éclairer sur cette affaire du sultanat de Dosso, qui, comme vous le savez, depuis le 31 octobre 2022, le poste est vacant à la suite du décès du sultan Medanda Sédou Jarmakoy. Le processus de sa désignation, disons de la désignation de son successeur est en cours. Il y a actuellement plus de 40 candidats qui ont annoncé. Et semble-t-il que des enquêtes de moralité sont en train d'être menées par les services compétents. Merci donc d'être passé, professeur, sur ce plateau. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. C'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.